Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 25 septembre et à la une de ce journal, la problématique des véhicules hors d'usage. Ces derniers représentent un défi important dans les dom-toms et notamment à Mayotte. En plus d'être une source de pollution, ils sont de parfaits gîtes larvaires favorisant la prolifération des moustiques, vecteurs de la fièvre, de la vallée du Rift, de la dengue ou encore du paludisme. Le gouvernement et la Fédération française des constructeurs automobiles ont donc lancé un plan de dépollution et de sensibilisation dans tous les dom-toms. À Mayotte, la commune de Bouéni est la première à passer à l'action. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Le problème des véhicules hors d'usage ne fait que grandir à Mayotte. Le souci, la population n'est pas forcément au courant que les centres agréés VHU reprennent gratuitement les carcasses, voire les achètent pour les pièces. Ce matin, la commune de Bouéni fut la première de l'île à avoir la volonté de régler ce problème. On a une île qui est superbe, à préserver. Nous avons depuis quelque temps multiplié la consommation, le système de consommation à Mayotte et notamment par rapport aux véhicules. Il y a beaucoup de véhicules qui viennent de l'extérieur déjà bien utilisés. Ils viennent ici, ils sont à l'épave et les gens ont besoin de les laisser quelque part. Et des fois, on les retrouve dans les rues, à droite à gauche. Du coup, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose par rapport qu'on fasse une action par rapport à ça pour essayer de nettoyer la commune. Un plan VHU qui rassemble plusieurs acteurs, de la préfecture en passant par les entreprises de recyclage comme Menzo ou encore la police municipale. Un plan mis en place dans tous les dom-toms où le problème des VHU se fait le plus sentir. Ce plan VHU est déployé dans l'intégralité des départements d'outre-mer. Il est piloté au niveau national à la fois par le ministère et par la Fédération française des constructeurs automobiles, la FFCA. Et ici sur Mayotte, le relais local, c'est AMEDA, l'association des constructeurs automobiles mahorais, qui porte ce plan VHU. Un plan aussi épaulé par la police municipale pour aider à retrouver les propriétaires des épaves pour les verbaliser pour la pollution qu'ils font subir à l'île aux parfums. Un plan qui sera bientôt déployé sur toute l'île pour débarrasser les rues et fossés de ces épaves. Actuellement, on a 6 communes qui rentrent dans le dispositif VHU. Les 4 communes de la communauté de communes du Sud, Bandrélé, Chirongui, Bouéni où nous sommes aujourd'hui et Kanikeli. Dembéni et Koungou sont également rentrés dans le dispositif. D'autres sont en cours pour continuer, puisque ce plan va s'étaler sur les 3 années à venir. Et à terme, on espère bien pouvoir avoir toutes les communes de l'île, les 17, et pouvoir nettoyer tous ces VHU sur l'ensemble du territoire. Durant la matinée, les camions d'Enzo, accompagnés de la police municipale, ont récupéré pas moins de 10 véhicules. Un grand pas vers la dépollution de l'île aux lagons. Et tout autre sujet maintenant, la CAPAM poursuit son recensement des activités agricoles sur l'île. Ce matin, elle a organisé une première réunion d'information à destination des exploitants, l'occasion de recueillir des informations relatives aux difficultés rencontrées sur le terrain entre dépôts sauvages de déchets, dégradation des cultures en raison des maquis ou encore occupation illégale des terres agricoles. Objectif donc, proposer un accompagnement individuel et informer les professionnels sur les différents projets d'aide au développement de l'agriculture. Marion Tellier. L'agriculture à Mayotte, c'est plus de 16 000 ménages agricoles répartis sur l'ensemble du territoire. Si le prochain recensement ne sera réalisé que l'année prochaine, il est déjà possible pour la Chambre d'agriculture de distinguer le profil moyen des agriculteurs, des amoureux de la terre souvent d'un certain âge, symbole d'une jeunesse qui peu à peu se détourne du milieu rural. En effet, l'activité peut s'avérer difficile. Les agriculteurs sont soumis à de nombreuses contraintes. Ils se réunissaient aujourd'hui à la mairie de Mamoudzou en présence des agents de la CAPAM pour notamment s'en exprimer. L'idée, c'est déjà de recueillir ces témoignages, nous on les consigne dans notre rapport, mais on est bien conscient que ce n'est pas la CAPAM qui va tout résoudre. Nous, on peut répondre à des questions techniques sur leur système d'exploitation, mais quand il s'agit de problèmes de sécurité, des problèmes d'environnement, on va interpeller les autorités compétentes. Et là, en fait, la démarche va consister à remettre en fait à chaque agriculteur qu'on a visité un carnet, sorte de carnet de santé ou un passeport qui va avoir sur lui à chaque fois qu'il va voir des partenaires.
Un carnet d'analyse pour un suivi individuel des exploitants, une première étape pour l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs. Ces derniers souffrent de nombreux problèmes, à l'instar du squat de leur terrain, du détournement de cours d'eau, du dépôt de déchets ou encore de la détérioration de leur terrain en raison des maquis. Toutefois, des solutions existent. Ce matin, divers projets d'aide au développement de l'agriculture ont été présentés. C'est le cas du projet de stockage des récoltes proposé par une société récemment implantée sur le territoire. Nous proposons des solutions de home block, c'est-à-dire des conteneurs aménagés, de manière à ce qu'ils puissent être autonomes, c'est-à-dire en électricité et en eau. Donc on a tout un dispositif afin d'accompagner les personnes qui voudront avoir des solutions dans le cadre de l'urgence qu'il y a aujourd'hui. Donc afin de répondre à toute cette problématique, notamment par rapport aux maquis, parce que bon, c'est l'île au parfum, on aimerait quand même avoir des maquis, c'est joli, donc de proposer des serres. Des visites de terrain et des réunions techniques sont prévues dans les prochains jours. Une deuxième réunion était aujourd'hui programmée de 14 à 17 heures à la station de Dembéni. L'occasion de participer à de nouveaux échanges, mais aussi à de nouvelles présentations de projets collectifs concernant le développement rural du secteur nord. Et place maintenant à l'invité de la rédaction ce soir. Nous accueillons Aline Izari, président de l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ravi de vous... le micro, prenez bien votre micro. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Alors c'est la rentrée scolaire, on commence à même être bien avancé dans cette rentrée scolaire. Quelle est l'actualité de l'UDAF, de votre association, et surtout comment s'est passée cette rentrée? En tout cas, qu'en pensent les familles avec lesquelles vous êtes en contact? Oui, bonsoir messieurs, bonsoir à toutes les familles finalement. Oui, c'est une rentrée malheureusement qui a été endeuillée par l'agression mortelle du jeune au lycée de Sada. L'UDAF était présente à ce tragique. Et nous avons partagé ce moment-là avec la communauté éducative, avec les familles, et bien sûr avec son lot de revendications qui est toujours centré sur l'insécurité, sur une éducation de qualité. Donc nous souhaitons, il n'est jamais trop tard de souhaiter une bonne rentrée aux familles, une bonne rentrée à toutes les familles, et que cette rentrée, en tout cas cette année scolaire, puisse être l'année de réussite pour tous nos enfants. Nous savons qu'en ce moment, il y a un chantier qui est vraiment lancé par les associations des parents d'élèves, etc. Nous, à l'UDAF, nous avons un rendez-vous avec le vice-recteur la semaine prochaine. Donc là aussi, on va poser un certain nombre de choses. On Notamment sera pas loin. La sécurité, c'est vraiment quelque chose qui revient. C'est quelque chose qui revient et voilà, de toute façon, l'actualité. Au niveau des familles, qu'est-ce qu'on vous dit alors, par rapport à cette problématique de l'éducation de manière générale? Alors, d'une manière générale, oui, comme moi j'ai rejoint ce que disent les parents d'élèves, parce que c'est quand même leur sujet, à savoir la demande d'une éducation de qualité déjà, la surpopulation scolaire, la question de la sécurité, de l'insécurité finalement. Donc du coup, ce sont des sujets qui reviennent. Maintenant, moi je pense il faut aller au-delà de ces constats, travailler sereinement, que vraiment il y a un chantier de réflexion. Moi je fais confiance au travail que je discute beaucoup avec les parents d'élèves, les associations, les dirigeants. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Nous, l'UDAF, nous serons extrêmement très vigilants, sachant que parallèlement à ce qui se fait, il y a aussi le Conseil économique et social qui avait sorti une étude là-dessus. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que tout le monde s'assoie autour d'une même table pour réfléchir à comment faire, à la fois pour offrir à nos jeunes une éducation de qualité, mais aussi comment faire pour éviter ce genre de soucis qui entachent en quelque sorte l'année scolaire. Et on espère que cette année... Vous allez en parler avec le vice-recteur justement de ces On va en parler avec le vice-recteur. C'est positif ça qu'ils vous reçoivent, j'imagine? Bien sûr. De toute façon, c'était à notre demande, et puis le vice-recteur a trouvé un intérêt vraiment de travailler avec eux, parce qu'il faut savoir que dans chaque département, les UDAF travaillent vraiment en collaboration avec le vice-rectorat, avec l'État, avec les départements. Donc voilà. Vous avez une actualité
qui va au-delà de l'éducation, parce que les problématiques des familles, elles sont nombreuses. En ce moment, c'est vrai que dans l'actualité, on a la question des problématiques des retraites avec cette réforme qui passe pas. Voilà, vous êtes sur plusieurs pans comme ça de la société mahoraise. Aujourd'hui, quelles sont vos priorités, les combats que vous allez mener dans les toutes prochaines semaines, les prochains mois? Alors, comme vous l'avez dit, hein, les sujets nous sommes sur un territoire où c'est pas les sujets qui manquent. Maintenant, il faut s'organiser. Moi, je pense que la force de l'UDAF aujourd'hui, c'est son organisation. Il faut avoir une organisation qui tient la route. Je veux dire par là, c'est vrai qu'on ne peut pas être sur tous les terrains, sur tous les sujets. Il faut faire confiance à ceux qui le font sur des sujets. Vous avez parlé tout à l'heure de la question des retraites. Oui, c'est une question qui nous habite complètement. Nous, ce qu'on dit, sur cette question, il y a deux choses. Il y a une question qui relève peut-être des revendications syndicales. Bon, moi, je laisse les syndicats le soin de mener ce combat. Justement, vous ne travaillez pas avec eux parce qu'on a quand même l'impression que vous les rejoignez sur ces problématiques, notamment d'éducation, où on parle de surpopulation. Ça, ce sont des choses qu'ils mettent sans cesse en avant. Vous ne travaillez pas avec les syndicats? Non, vous savez, l'UDAF a 4 ans d'existence. Il assoit d'abord son organisation, mais sont tous des partenaires précieux. On ne peut pas parler de l'éducation sans travailler avec le monde syndical, mais chacun doit rester à sa place, ça c'est clair. Donc je disais tout à l'heure que la question de la retraite, c'est deux choses. Donc il y a une problématique syndicale, il y a aussi la question sociale. Alors nous, c'est une fameuse loi qui fait réagir tout le monde. Nous, on dit la chose suivante: si au moins on arrive à voir, parce que dans cette loi, il y a plein de choses qui sont prévues. Nous, ce qui nous concerne, enfin, en tout cas, ce qui avait attiré notre attention, c'est le plafonnement, enfin, en tout cas, ce qui a été annoncé au départ, c'est de dire que tous les pensions vont être revues à la hausse pour arriver à 1 000 €. Maintenant, moi, je pense que ce travail-là doit être fait pour que, au moins, ça sera un point de gagné pour Mayotte. Mais on en est très loin. Oui, on en est très loin, justement, parce que vous avez vu dans d'autres reportages où des retraités qui gagnent 250 €, 500 €, mais c'est scandaleux. Justement, si au moins on arrive pas de faire en sorte que Mayotte, au travers de cette loi, de cette réforme, et par le véhicule législatif, de réussir à faire en sorte que Mayotte finalement intègre le droit commun en matière notamment de retraite. Oui, je vais être très prudent sur l'ensemble des clauses de cette loi parce que je ne la connais pas forcément. Mais en tout cas, ce point précis sur ramener les retraites à un minimum à 1 000 €, pour moi, c'est des avancées considérables. Ça serait possible peut-être avec, pourquoi pas, un travail avec les députés, des amendements qui seraient déposés. Ça, vous avez songé aussi? Oui, je le sais. De toute façon, ça va être une de nos revendications par rapport à cette loi. Après, le reste, ça nous échappe un peu. Donc voilà, moi, je pense qu'on ne va pas s'aventurer sur un texte qu'on ne maîtrise pas. Vous avez parlé effectivement de retraite. Il y a d'autres sujets qui vous concernent quand on parle du social, des problématiques que rencontrent les familles, justement. Quels sont les autres sujets qui vont vous concerner et qui vont vous mettre au travail dans les prochaines semaines? Alors, nous l'avantage à l'UDAF, c'est qu'on suit aussi cette actualité. La question de la convergence des droits sociaux, c'est une question fondamentale pour les UDAF. D'ailleurs, je pense qu'on s'enregistre complètement, c'est une revendication, mais numéro 1. Notamment ce code de la sécurité sociale qui n'est pas appliqué aujourd'hui. Récemment, ce qu'a fait le Conseil économique social, les remontées, moi je fais partie, enfin l'UDAF fait partie, siège. En vue de la venue du président de la République? Oui, exactement. L'UDAF siège dans ce conseil, donc ces revendications concernent. C'est essentiel de commencer par la convergence de droits. Après, d'autres sujets vont certainement suivre. Donc, c'est une actualité qui ne nous éloigne pas de la réalité. De toute façon, c'est la réalité. Alors, il y a un autre sujet. Nous, on s'est dit, à l'UDAF, il faut une organisation. Et on s'est posé la question récemment, à chaque fois qu'il y a un sujet d'intérêt familial ou social, la question est abordée sur
tous les angles, on va dire comme ça. Nous, on va créer ce qu'on appelle observatoire de la famille, où chaque sujet sera abordé dans sa globalité. Et à partir de là, l'UDAF va porter un sujet qui sera finalement abordé sous tous les angles. Donc il n'y aura pas d'ambiguïté parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore cet outil. Et c'est un outil très efficace. On va associer tout le monde. L'UDAF tout seul ne peut rien faire. On va associer tous les partenaires que je citais ici pour avoir enfin des outils. Lorsqu'on va à Paris, on porte des revendications qui sont légitimes. Je n'ai pas dit que c'est pas ce qui se fait en ce moment. Je n'ai pas la prétention de dire que l'UDAF va révolutionner le monde, mais ça va contribuer certainement par le biais d'un observatoire. Par le biais d'un observatoire, en associant tout le monde, bien sûr, le conseil départemental, la caisse de sécurité sociale, les services de l'État, pour avoir enfin des éléments qui vont être partagés par tout le monde. Sans finalement faire consensus sur des sujets, aller les porter fait, exactement. au plus haut. C'est pourquoi parfois on est un peu lorsqu'on nous pose la question, parfois on n'a pas envie de nous avancer tôt parce qu'on n'a pas forcément beaucoup d'éléments. Il n'empêche que aujourd'hui, lorsqu'on regarde bien, il y a quand même des documents stratégiques qui ont été réalisés sur ce territoire. Il faut interroger ces documents stratégiques. Je parle des schémas services aux familles, des schémas de l'autonomie. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut interroger ces schémas. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être qu'on gagnera aussi là quelques miettes d'avancées sociales et dans l'intérêt des familles. Un dernier mot avant de nous quitter. Le président de la République, il doit venir à Mayotte dans les toutes prochaines semaines, avant la fin du mois d'octobre. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Qu'est-ce que les familles avec lesquelles vous êtes en contact ont envie de dire au président? Qu'est-ce qu'il en ressort de sa venue? Alors, nous sommes en pleine réflexion là-dessus. On va certainement, avoir des revendications formalisées. Voilà, nous sommes en train de travailler là-dessus, mais bon, on ne va pas être en contradiction avec ce qui est fait, mais au moins ces revendications auront le mérite d'être portées par l'instance légitime qui représente les familles, et je pense qu'on aura tout ça à gagner. Mais là, c'est vraiment un exercice, qu'on se colle à cet exercice-là qui n'est pas évident. Merci beaucoup, Ali Mouzari, d'avoir accepté notre invitation. Et puis, on suivra bien sûr, notamment ce projet d'observatoire. On le suivra de très près. Merci beaucoup. Merci. Et il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale, avec notamment la colère de la CPME ou encore la prévention face aux grandes marées à venir. Au montage, Leslie Vumenet. Le vice-rectorat procède à l'entretien de ses établissements scolaires au moyen de bons de commande au jour le jour quand survient un besoin. Toutefois, les entreprises n'auraient pas de visibilité réelle sur les affaires. Sur les 4 prochaines années, 3 millions d'euros seront dédiés à la maintenance et aux petites réparations. L'institution a donc décidé de passer un marché public sous la forme d'un accord cadre de bons de commande. 57 lots spécialisés et géographiques ont été mis en place et la CPME a organisé des formations spécifiques pour aider les entreprises à répondre au marché. 210 offres ont ainsi été déposées et 20 entreprises mahoraises ont été retenues. Un nombre trop peu élevé pour la CPME qui explique qu'aujourd'hui 100 entreprises environ travaillent autour de ces prestations. Le syndicat se questionne sur ce que vont devenir les 80 autres qui n'ont pas été retenus et rappelle qu'à la fin de la grève en 2018, l'État s'était engagé à faire travailler les PME locales pour permettre le développement de Mayotte, des entreprises et de l'emploi. En juin dernier, dans la commune de Sada, une fillette de 2 ans a été agressée par 2 chiens qui n'étaient pas maîtrisés par leur maître. Une plainte avait été déposée, mais selon Marjane Gahem, l'avocate du père de la victime, la procédure a été rallongée à cause de l'inaction des autorités. En France, le maire est responsable de la prévention des troubles causés par les animaux dits dangereux et par la divagation d'animaux errants sur le territoire de sa commune. Le juge des référés a donc enjoint la maire de Sada de procéder au placement des chiens dans un dépôt approprié. Selon la préfecture, la mairie de Sada serait en passe de signer une convention particulière avec l'association Gueule d'Amour qui possède la seule fourrière de l'île. Une information immédiatement démentie par son président Tyler Biazini Rossi qui assure avoir contacté cette mairie à maintes reprises mais que les choses n'ont jamais véritablement avancé.
Depuis le début de la crise sismo-volcanique, Mayotte enregistre un affaissement de l'île d'environ 9 à 15 cm. Cela a un impact direct sur les hauteurs des marées qui seront susceptibles de submerger les terres à l'image des événements observés fin août 2019. Selon la préfecture, de septembre à novembre prochain, plusieurs marées avoisineront ou dépasseront les 4 mètres de hauteur et pourraient impacter les gares maritimes et donc la rotation des barges, le réseau routier, une partie de la piste de l'aéroport ou encore certains quartiers du littoral. Les hauteurs des marées pourront être influencées par les conditions météorologiques. Hier, le préfet de Mayotte a réuni les acteurs institutionnels concernés afin d'identifier les points de vulnérabilité et de définir les mesures opérationnelles qui seront mises en œuvre à l'occasion de ces phénomènes, afin notamment de minimiser leur impact sur la population. De leur côté, les communes prennent des dispositions à l'instar de Dzaoudi Laboratoire qui a réquisitionné plusieurs écoles qui pourront faire office de lieu d'hébergement. Les bulletins d'information quotidiens seront par ailleurs diffusés jusqu'au 2 octobre. Et on termine cette édition avec du sport et du football plus précisément. Mayotte accueille actuellement Marc Debarda, le président de la Ligue de football amateur. Ce dernier vient pour faire le point sur l'avancée des projets, notamment en matière de formation. Et plusieurs chantiers pourraient ainsi voir le jour, à l'instar de terrains permettant de jouer à 5 contre 5. Ce week-end, tous les regards seront par ailleurs tournés vers Bandrabois, qui accueille la fête du football amateur, un événement national. Au montage, Leslie Vumenet. Il y a tout juste un an, Marc Debarda était à Mayotte pour prendre connaissance des réalités du football amateur local. Selon lui, le constat est sans appel. Depuis, les choses ont peu avancé, ou tout au moins pas assez vite à son goût. À Mayotte, il y a quand même un potentiel de jeunes énorme. Hein. C'est quand même le département français qui a le plus de jeunes, etc., de moins de 20 ans, hein. Ce qui est quand même phénoménal. Et aujourd'hui, on souhaite vraiment que les clubs travaillent sur ces jeunes et on est là pour les aider à travailler là-dessus, à voir comment on peut s'y prendre et notamment faire des propositions sur des infrastructures qui sont vraiment la problématique première au niveau de... C'est ça la base. C'est ça la base pour faire évoluer le football à Mayotte, les infrastructures. Il y a et les infrastructures et aussi tout le travail qu'est en train de mener la Ligue avec l'équipe technique. Ça passe par les infrastructures, ça passe par de la formation des éducateurs. Il y a plein de choses à mener par rapport à ça. Le président n'hésite pas à parler d'urgence en termes d'évolution. Il souhaite donc développer la formation en s'occupant des tout-petits. En matière d'infrastructure, Marc Debarda propose notamment aux mairies et aux départements d'accompagner la Ligue dans la création de petits terrains de football. Il faut qu'on travaille sur des petits terrains de foot à 5, en dalle, etc., dont on vient d'en installer un déjà sur Mamoudzou. Hein. C'était le premier qu'on a installé. C'est vraiment de le développer parce que c'est quelque chose de facile, de peu coûteux et qui permet de jouer sur une surface descente et non pas sur la terre. Ouais. Donc ça, c'est le premier point. Donc là, on souhaiterait vraiment... Et la surface, c'est quoi? C'est des dalles de Gerflor. Hein. C'est vrai que c'est pas un terrain en herbe, c'est pas un synthétique, mais au moins, ça a le mérite d'aller vite pour les installer, de permettre de pratiquer sur une surface plane où il n'y a pas de poussière, où il n'y a pas de... Voilà. Donc c'est un premier pas et d'apprendre la technique. Au départ, ces terrains sont pour le futsal, mais pour nous, au niveau des petits, on peut faire toutes les pratiques. Bien sûr. Et ça permet de faire jouer les scolaires la journée et les clubs le soir. Aujourd'hui, ces genres de terrains, on les finance à 50%. Nous. Ah ouais. Bon, on fera pas les 60, bien sûr, sur une année. Ouais. Mais l'idée, c'est d'en faire un maximum. Le président estime le coût d'un terrain à 40 000 € avec un financement à 3 partenaires, la mairie, le conseil départemental et la Ligue à hauteur de 50%. Autre grand projet, créer des sports-études et un centre de formation. L'idée, ça serait d'essayer de travailler sur une section importante lycée avec internat et tout, pour les garder jusqu'à 17-18 ans, jusqu'aux années bac, où là, c'est quand même un peu différent. Alors, ça veut pas dire que celui qui aura l'opportunité de partir à 14 ans, je sais que cette année, on a un jeune qui est parti à Auxerre. Hein. Donc voilà, aujourd'hui... Tout le monde ne sera pas dans le candidat. Il y a beaucoup de candidats et très peu d'élus. Aujourd'hui, de nos centres de préformation, il y en a 1 pour 1000 qui devient professionnel et qui fait une carrière à haut niveau. 1 pour 1000. Voilà. Et en plus, qui sont déjà dans les centres de préformation. Donc voilà, donc c'est quand même très peu. Donc vous imaginez à la base. Voilà. Mais par contre, nous, on est là aussi pour en faire des citoyens, pour peut-être aussi les emmener vers d'autres métiers, notamment les métiers du football. Aujourd'hui, on a besoin d'éducateurs, on a besoin de gens qui connaissent le football dans les clubs, on a besoin d'arbitres.
Dimanche, Bandrabois va devenir le temps d'une journée le site national de la rentrée du football amateur. Une grande fête où tous les regards seront tournés vers Mayotte puisque l'événement sera retransmis sur le site de la Ligue. Au programme de cette journée gratuite et ouverte à tous, des ateliers ludiques et des mini-tournois pour les jeunes. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour décortiquer comme chaque soir l'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.